Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture d'une problématique particulière qui concerne les forêts d'Afrique centrale et de la disparition, de la raréfaction de ces forêts. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir un invité. Pardonnez-moi, voilà, Alain Carcenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et chercheur au CIRAD. On rappelle ce qu'est le CIRAD ? Alors le CIRAD est un grand centre de recherche agronomique et forestier qui a pour mandat de travailler sur le développement des pays tropicaux. D'accord, je rappelle que cette émission est en partenariat avec Villagri.com, qui est un blog animé par une équipe de spécialistes et de journalistes spécialisés en agronomie, en économie agricole. Alain, vous avez participé donc à un article sur une thématique sur la crise de la filière européenne du bois tropical en Afrique centrale. Vous mettez en lumière une problématique particulière, la forêt d'Afrique centrale qui est attaquée, disparaît progressivement. Pourquoi, comment ? Alors la forêt en Afrique centrale est en train de reculer de manière accélérée, liée essentiellement à l'augmentation de la population, au développement des cultures de rente, notamment du palmier à huile et également du prélèvement de charbon de bois. Tout ceci étant associé, population. Alors nous sommes avec des populations qui manquent de capital, qui ont des pratiques très extensives, des pratiques qui étaient viables dans le temps, quand la population n'était pas trop importante. Aujourd'hui, elles ne le sont plus, les jachères se réduisent et les forêts reculent. Pour faire, vous le disiez, des cultures locales, vivrières, essentiellement du charbon aussi. Quand on parle de culture locale, vivrière, c'est quoi par exemple ? Alors les cultures locales vivrières, ça peut être du manioc, ça peut être du maïs, ça peut être du riz, ça peut être donc différentes choses. Puis vous avez des cultures de rente qui sont en train aussi de se développer, qui peuvent être faites soit par de grandes sociétés, soit par des petits paysans. Le cacao, par exemple, se développe énormément en Afrique aujourd'hui. C'était en Afrique de l'Ouest, maintenant ça arrive en Afrique centrale. Et c'est une culture typique de petits paysans, de quelques hectares, mais qui se multiplie et qui donc, là nous ne sommes plus avec des rotations, nous sommes avec des cultures pérennes qui durent longtemps. Il y a aussi de grandes entreprises, de grandes activités qui ont tendance à accélérer le phénomène ? Voilà, alors disons que un peu partout dans le monde, vous avez effectivement la déforestation est dominée par des grandes sociétés qui vont faire du soja, qui vont faire de l'élevage, qui vont faire du palmier à huile. En Afrique, ça reste une affaire de petits paysans, très largement, et en Afrique centrale tout particulier. Mais nous voyons très précisément des entreprises notamment asiatiques, des entreprises chinoises, des entreprises indonésiennes, malaisiennes qui arrivent avec des capitaux et qui développent notamment du palmier à huile, de l'EVA, du cacao. Donc c'est effectivement un phénomène récent. Pourquoi est-ce que la question peut peut-être vous sembler naïve, pourquoi est-ce que cela se fait à l'endroit où il y a des forêts et pas ailleurs ? C'est par manque de place ? Alors, c'est pas forcément par manque de place, parce qu'il y a de la place, mais ça dépend des cultures. Le palmier à huile, qui est quand même le principal moteur de déforestation aujourd'hui, notamment en Afrique centrale, a besoin des mêmes quantités d'humidité et de chaleur que la forêt. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas planter du palmier à huile dans un endroit où il n'y a pas eu la forêt ou la forêt à proximité, c'est ça ? On peut, mais les rendements seront plus faibles et il faudra consentir à des investissements plus importants. Et puis il y a un autre facteur, c'est que quand vous exploitez de la forêt, vous pouvez d'abord couper, vendre le bois, et en vendant le bois, vous pouvez ensuite payer votre plantation. Double coût, quoi, en fait. Double bénéfice. Double bénéfice. Est-ce qu'il y a des moyens pour ralentir ça, freiner ça, informer, que ce soit les petits producteurs, mais eux aussi ont besoin de travailler, et puis de mettre des freins, des barrières aux grandes entreprises qui sont peut-être un peu envahissantes ? Alors pour les petits paysans, oui, c'est un problème d'intensification écologique, c'est-à-dire que nous sommes devant des productivités qui sont très faibles et on a énormément de marge de progrès. Oui. Mais ça veut dire d'investir intelligemment. Investir intelligemment, ça pose le problème du foncier également, de la propriété de la terre. Et là, nous sommes dans des endroits où il n'y a pas de cadastre, où il y a souvent des droits très incertains. Vous n'investissez pas à long terme si vous n'avez pas une assurance de garder la terre et de la transmettre à vos enfants. Donc il y a énormément de travail à faire au niveau social, au niveau investissement. On a maintenant pour les grandes sociétés, oui, il y a des choses à faire. Beaucoup de sociétés ont commencé à prendre des engagements, ce qu'on appelle zéro déforestation. Ces engagements zéro déforestation sont difficiles à contrôler, mais c'est quelque
choses qui progressent. Et après, il y a le rôle des autorités publiques qui est de dire, qui est effectivement d'avoir des domaines forestiers permanents pour dire ici, on ne fait pas de palmiers à huile, pas de culture. Vous ferez les cultures, mais allez les faire dans les savanes. Là où vous pouvez le faire. J'ai l'impression de ne pas avoir bien compris. On dit des entreprises qui disent OK pour zéro déforestation. Mais alors, ils vont planter où du coup? Ou alors, ils replantent? Comment font-ils? Alors, zéro déforestation, ce sont des initiatives internationales qui, depuis 2014, sont en train de se développer, sont des engagements volontaires au départ des grandes entreprises d'agroalimentaire. Toutes les grandes firmes comme Nestlé, comme Danone, etc. ont pris ce type d'engagement. Alors, ça ne veut pas dire on ne fait pas tomber un seul arbre. Ça veut dire qu'on va donner la priorité à des endroits où le stock de carbone est déjà très faible et passer en dessous d'un certain seuil. Donc ça veut dire qu'on va plutôt aller faire des plantations dans des savanes, dans des endroits où c'est possible, c'est moins rentable, mais c'est tout à fait possible de le faire. Et ça, c'est le grand enjeu aujourd'hui. On rappelle bien sûr qu'un hectare de forêt qui disparaît, ce sont bien sûr des arbres qui disparaissent, mais pas seulement. C'est de la biodiversité, ce sont des services écosystémiques, c'est un cycle de l'eau, c'est du carbone, c'est du carbone qui est relâché dans l'atmosphère de manière très importante. Donc vous avez une perte de ce qu'on appelle de services écosystémiques très importante. Vous m'aviez parlé d'un instrument qui garantit une gestion responsable, qui est la certification forestière. Ça fonctionne, ce genre de système? Alors, si vous voulez, vous avez deux principales forces qui s'opposent autour des forêts. Vous avez la déforestation, c'est une conversion à l'agriculture, et vous avez une exploitation pour le bois, qui sont faites en général en Afrique par de grandes concessions. Ces grandes concessions ne sont pas responsables directement de la déforestation. Le Gabon, par exemple, est un pays où il n'y a pas de déforestation. Oui. Pourtant, c'est le pays où les surfaces couvertes par les concessions sont les plus importantes. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de paysans. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les forêts, il y a des tas de routes partout, mais la forêt se referme parce que l'exploitation tourne. Ça tourne sur des rotations de 25 ans. Donc on exploite pendant 1 an ou 2 effectivement une parcelle, ensuite on la ferme et on repart, on reviendra dans 25 ans quand la forêt aura repoussé. Ah oui, c'est une exploitation responsable en fait, on fait tourner en jachère, on laisse en jachère puis on s'attaque à... Alors le grand enjeu c'est qu'on respecte un certain nombre de règles, qui sont des règles très précises, qui sont des règles environnementales, qui sont des règles sociales. Et pour ça, la certification est un instrument assez puissant, parce que ça donne des garanties aux acheteurs de bois qu'on a une gestion responsable de la forêt. Et cette gestion responsable, elle est très importante, parce que ça donne de la valeur aux forêts. Pourquoi est-ce qu'on coupe les forêts? Et pourquoi est-ce que les États africains, notamment, souvent s'en désintéressent et considèrent que c'est peu productif? Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent, pas assez de taxes, etc. Alors, si nous avons une exploitation qui n'est pas maîtrisée, le stock de forêt va peu à peu diminuer, la ressource forestière va diminuer, et très vite les gouvernements vont dire, eh bien, il faut convertir tout ça en palmier à huile. Avoir une gestion durable, responsable, c'est garder de la valeur aux forêts et justifier effectivement le fait qu'on l'entretienne, qu'on fasse qu'on investisse effectivement pour la gestion d'une gestion forestière durable. Paradoxalement, il ne faut pas laisser la forêt à l'abandon, sinon à un moment donné, tout va disparaître par la force des choses. Mais si on a un petit peu la main dessus, comme vous dites, et qu'on la gère intelligemment, on peut la conserver, la rendre productive, mais la conserver. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr avoir des aires protégées, à condition que ces aires protégées soient gérées, soient défendues. Très souvent, le fait qu'on n'exploite pas la forêt, qu'on ne lui donne pas de valeur, eh bien, en général, ça va très très rapidement se terminer en déforestation progressive qui va aller très très vite. C'est par exemple ce que le Brésil a compris. Pendant des années, le Brésil, sur ses forêts publiques, n'avait pas de concessions forestières. Il y a une dizaine d'années, le Brésil a décidé de créer des concessions forestières pour occuper l'espace, lui donner de la valeur, avoir des taxes, avoir des emplois. Et c'est un élément qui fonctionne assez bien. Merci Alain Carcenti. Je rappelle qu'on peut retrouver cet article et bien d'autres sur ce sujet des forêts d'Afrique centrale sur le site villagri.com. Merci. Merci à vous.